Le samedi 11 mai 2024, nous avons vécu une course exceptionnelle sur le circuit de Spa-Francorchamps pendant le championnat du monde d'endurance du WEC. Dans cette vidéo, on va faire un résumé de la course et je vais vous donner mon avis sur certaines choses qui ont pu se passer. Car oui, même si c'était les 6 heures de Spa-Francorchamps, on peut même dire que c'était les 7h44 de Spa-Francorchamps. Il s'est passé énormément de choses et à la fin de la course, c'est la Porsche du Hertz Team Jota numéro 12 qui l'a emporté avec Will Stevens et Callum Ilott en tant que pilote. C'est la première victoire d'une écurie privée en hypercar. On a pas mal de taf dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, car moi oui, c'est parti. Faisons d'abord un petit point sur les qualifications. C'est la Porsche numéro 5 pilotée par Matt Campbell qui démarra en pole, suivi de la Cadillac qui finit à 8 millièmes de la pole position, suivi de la Porsche du team Proton. Et ça fait ultra plaisir. La Ferrari qui normalement avait fait la pole, la numéro 50, avait fini une demi-seconde devant tout le monde. Elle avait mis une raclée à tout le monde. Sauf qu'aux vérifications techniques du vendredi soir, après les qualifications, on a remarqué qu'elle était en dessous du poids limite. Donc du coup, hop, disqualifié. En ce qui concerne les GT, c'est les Iron Dames qui sont qualifiés en première place, suivis de la BMW numéro 46 et de la Porsche numéro 91. La Porsche 92 qui domine le championnat, elle a fait une sortie de piste assez incroyable et démarra que 10e. Passons maintenant à la course et là, c'était exceptionnel. Au départ, il ne s'est pas passé grand chose, quasiment toutes les voitures ont gardé les mêmes positions, mais on sent clairement que les batailles sont assez impressionnantes. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au départ, la Cadillac se fait doubler par pas mal de monde. On sent qu'elle a beaucoup moins de rythme. Elle démarrait 2e et au bout de quelques minutes, qui est une demi-heure quasiment, et ben elle est déjà 7e. Elle se fait doubler par énormément de monde. On a quand même 3 voitures qui animent le spectacle. La numéro 51 et la numéro 50 qui sont démarrées très loin commencent à remonter au fur et à mesure avec un rythme assez conséquent. Et l'autre voiture, c'est la voiture du Proton numéro 99. Elle fait un dépassement magnifique sur la Cadillac et met une énorme pression sur la Porsche numéro 5 qui est en tête. Et au bout de 40 minutes, la Porsche numéro 99 pilotée par Julian Andlauer prend la tête de la course avec un dépassement magnifique en s'aidant d'une GT retardataire. D'ailleurs, la gestion du trafic a été ultra importante. La plupart des dépassements ont été grâce à la gestion du trafic qui était bonne ou mauvaise. 1h30 après le départ, le premier événement de la course a lieu. La BMW numéro 20, la Porsche 38 et la BMW GT numéro 46 rentrent en contact juste après les combes. La faute est entière à la BMW numéro 20 qui a mal jugé le freinage de la numéro 38. Malheureusement, la 38 et la 46 devront abandonner à 1h30 de la course et safety car. La safety car permet à toutes les voitures de se rapprocher. C'est très bien pour le spectacle. Par contre, la vraie perdante, c'est la voiture des Iron Dames. Sarah Bovic, qui faisait un relais magnifique, avait plus de 30 secondes d'avance après 1h30 de course. Et ces 30 secondes sont réduites à néant. Je pense que c'est à cause de cette safety car que l'équipe des Iron Dames perd la course à la fin. C'est vraiment dommage. Pendant la safety car, quasiment toutes les voitures s'arrêtent au stand, dont la Porsche Proton 99 qui est en tête, et là on voit quelque chose d'assez cocasse. Il y a un changement de pilote sur la voiture, et pendant les 2 premiers tours de safety car, impossible pour Neil Yanni qui est à bord de la voiture de fermer la portière. Pendant 2 tours, on stressait de est-ce que la voiture va devoir passer au stand? Oh non, elle va perdre la tête à cause de ça. Mais après 2 tours de dur labeur, c'est bon, Neil Yanni a pu refermer la portière. J'avoue que c'était le moment le plus stressant parce que clairement je voulais voir cette voiture trop bien performer pendant cette course. 1 heure de safety car plus tard, il reste 3h30 de course et on relance. Il y a dans les 7 premières places les 4 Porsche restantes et les 3 Ferrari. La victoire va se jouer entre ces 7 voitures. En ce qui concerne les autres voitures, on sent que Alpine et Toyota sont assez en forme et vont jouer les derniers points. Et la Cadillac qui a démarré 2e, elle est 12e. Une demi-heure plus tard, à la mi-course, la Porsche numéro 5 pilotée par Michael Christensen fait une erreur juste après la sortie du virage de Blanchimont et doit abandonner après une sortie de piste. La voiture qui a fait la pole ne finira pas la course, c'est vraiment dommage car c'est une erreur assez bête pour un pilote du calibre de Michael Christensen. Mais bon, ça arrive, on est tous humains, même Michael Christensen qui est un pilote monstrueux peut faire des erreurs. Ça arrive. On lui en veut pas. Un quart d'heure plus tard, la Ferrari 51 passe devant la Porsche Proton pour prendre la tête. Et là, elle commence à s'envoler. Une demi-heure plus tard, c'est au tour de la Ferrari 50 de prendre la 2e place. La Ferrari 51 a déjà presque 25 secondes d'avance sur la Ferrari 50 et on s'attend à ce qu'elle va s'envoler. Par contre, la voiture qui est en train de faire une masterclass, c'est la Cadillac. À la relance, elle était 12e et à 2 heures du but, elle est 4e. Elle est juste à l'arrière de la Porsche Proton numéro 99.
Mais l'événement qui va changer la course à tout jamais aura lieu un quart d'heure plus tard. À 1h50 du but, alors que la Cadillac est toujours à l'arrière de la Porsche 99, cette dernière se fait ralentir à la sortie de Raidillon par la BMW numéro 31. La différence de vitesse entre la Cadillac et la Porsche Proton est énorme. La Cadillac se débarrasse d'abord de la BMW numéro 31 et au moment où elle voulait dépasser la Porsche 99, a mal jugé la distance qui la séparait de la BMW et rentre en contact avec cette dernière. L'accident est assez spectaculaire. Il y a des débris partout sur la ligne droite la plus rapide du circuit. C'est donc terminé pour la BMW numéro 31 et la Cadillac numéro 2 qui est en train de faire une remontée spectaculaire qui pouvait jouer au moins le podium, voire plus. C'est aussi terminé pour les deux BMW en GT. Aucune des deux voitures ne verra la ligne d'arrivée. C'est franchement dommage. Les débris sont beaucoup trop importants, ça ne sert à rien de mettre la safety car, il y a également des dégâts sur les rails. On décide de mettre un drapeau rouge. Et donc drapeau rouge, bien sûr, toutes les voitures sont arrêtées, sont suspendues, la course est à l'arrêt. Par contre, c'est dans le règlement, le chrono de la course continue à défiler. Il reste de base 1h45 de course quand l'accident a eu lieu. On ne sait pas si la course va se relancer. Par contre, ce qu'on regarde, c'est que l'accident a eu lieu pendant les 2-3 tours où toutes les hypercars allaient s'arrêter au stand. Et juste avant l'accident, 3 voitures se sont déjà arrêtées. L'Alpine numéro 36, la Porsche Jota numéro 12, et la Porsche Penske numéro 6, qui était depuis le début de la course assez discrète d'ailleurs, la leader du championnat. On sait clairement que si la course se relance, ces 3 voitures-là auront un énorme avantage. Enfin, surtout les 2 Porsche, parce que l'Alpine numéro 36 est elle reléguée à un tour. C'est dommage. On voit le chrono défiler, il reste plus qu'une heure, 45 minutes, une demi-heure, 20 minutes, et on se dit, est-ce que la course va vraiment être relancée? Moi je pensais qu'on n'allait pas relancer la course et qu'on allait voir un doublé Ferrari ultra mérité après les remontées de fou que les voitures avaient faites. La Ferrari 51 qui est maintenant en tête a démarré 10e et la Ferrari 50 qui était 2e, elle a démarré 19e. C'est quand même une remontée fabuleuse et le résultat aurait été fou. Mais c'est là que les choses se pimentent. À 10 minutes de la fin, la direction de course annonce que la course va se relancer au moment où la course s'est arrêtée. C'est-à-dire que 6 heures après le départ, au moment où la course aurait dû se finir, on repart pour 1h45 minutes de course. Les premiers contents de ce choix, c'est le public. Entre la première heure de safety car tout à l'heure et en plus les 1h45 de drapeau rouge, ils n'ont pas eu tant de spectacle que ça. Grâce à cette reprise de la course, on les remercie amplement. Surtout qu'ils se sont déplacés en ultramasse. C'est la première fois qu'on dépasse les 85 000 spectateurs hors 24 heures du Mans pendant une épreuve du WEC. C'est génial. Les deuxièmes ultra contents, c'est la Porsche numéro 12 et la Porsche numéro 6. Elles se sont déjà arrêtées au stand. Il reste 1h45 de course, elles devront s'arrêter encore qu'une seule fois. Alors que toutes les voitures qui se sont déjà arrêtées devront au moins s'arrêter 2 fois. Du coup, ceux qui sont vraiment pas contents de cette relance, c'est Ferrari. Et oui, ils étaient en train de signer le doublé, et là ils savent très bien qu'à cause de cette relance, ils vont perdre la course. Du coup, la course se relance sous un magnifique coucher de soleil. Au premier et au deuxième tour, tout le monde s'arrête, et les 2 voitures qui ressortent devant sont bien sûr la Porsche numéro 6 et la Porsche Jota numéro 12. La Porsche Jota est d'ailleurs en tête. De la 3e à la 7e place, on a des batailles entre les 2 Ferrari, les 2 Toyota et la Porsche Proton numéro 99, piloté à nouveau par Julien Andlauer. Et clairement, Julien Andlauer, c'est l'homme de la course. Pour remonter au classement, il a fait des dépassements dans le Raidillon qui étaient tous merveilleux. Sur les Toyota, sur l'une Alpine, c'était fabuleux. Cette fin de course, il nous l'a animé. Et clairement, avec ce magnifique coucher de soleil, c'était incroyable. La Porsche Penske numéro 6 n'arrivera pas à remonter sur la Team Jota. Et donc, après 7h44 de course, Will Stevens et Callum Ilott s'imposent aux 6 heures de Spa-Francorchamps devant la Porsche numéro 6 et la Ferrari numéro 50. En hypercar, on a eu une course du coup ultra animée, on a eu des abandons assez spectaculaires. La Lamborghini a également abandonné à cause d'un problème de fiabilité. Et sinon, on n'a pas beaucoup parlé de Peugeot et d'Isota, c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur eux. BMW, eux, ont eu des soucis un peu de fiabilité, ils ont également eu des soucis, ils ont eu des pénalités, ce qui fait qu'ils sont un peu moins bien classés. Le constructeur qui s'en sort ultra bien par contre, c'est Alpine, la numéro 35 finit à nouveau dans les points. En GT, on a eu également une course super animée. Et à la fin de la course, on a eu aussi cette sensation que ça allait jouer sur les arrêts au stand. La victoire, on sentait que ça allait jouer entre les 2 Porsche, les 2 Lamborghini et la McLaren numéro 59. La numéro 59 qui était en tête a dû s'arrêter au stand pour ravitailler, puis ensuite les Williams ont dû faire pareil et ont été rétrogradés. Mais celle qui était en tête à une demi-heure de la fin, c'était la Lamborghini numéro 60 des Iron Lynx. Elle qui s'est fait détruite par ses coéquipières tout le week-end.
a réussi à bien s'en sortir en fin de course, notamment grâce au drapeau rouge. Mais au dernier tour, cette voiture a dû s'arrêter pour remettre de l'essence. À un tour près, la voiture aurait pu gagner la catégorie, laissant la place aux deux Porsche du team Manthey. La Porsche Pure Racing qui domine le classement en général était en tête, mais ça allait être très chaud niveau essence. La Porsche numéro 91 qui n'avait toujours pas marqué un seul point et n'avait toujours pas fait mieux que la 15e place, la dépasse dans le dernier tour pour gagner la catégorie. En GT, on a eu également une course magnifique avec des belles batailles, et ce qui est cool, c'est que 4 des 5 voitures qui n'avaient pas marqué de points depuis le début de la saison en ont marqué sur cette course, notamment les premiers points pour Lexus au championnat du WEC pour la numéro 78. La numéro 87, elle finit bonne dernière sans compter les abandons. Il faut vraiment que Lexus se réveille et commence à bien performer. En ce qui concerne le championnat GT, vu que toutes ces grosses rivales n'ont pas marqué de points, la numéro 92 s'envole au championnat. Elle a quasiment le double de points des 3 voitures qui la suivent, que sont les 2 BMW et les 2 Aston Martin. La Porsche numéro 91 qui a gagné remonte de la 15e à la 6e place au classement, c'est quand même vachement bien. On a ensuite les 2 Ferrari, les 2 Lamborghini, les 2 McLaren. On a ensuite les 2 Corvette et les 2 Ford qui se battent pour les fins de classement. Les Ford, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elles ont bien couru pendant cette course. Et pour finir, on a les 2 Lexus. En ce qui concerne le championnat Hypercar, la numéro 6 continue de s'envoler grâce à encore une fois une 2e place. Un début de saison presque parfait pour la numéro 6. La numéro 12 qui vient de gagner la course prend la 2e place, vu que la numéro 5 n'a gagné que le point de la pole position. La numéro 7 est 3e. On a ensuite les 3 Ferrari et la dernière Toyota, la Porsche Proton, la première Alpine qui est dans le top 10 du classement, c'est quand même vachement bien, suivi de la première BMW, de la première Peugeot et de la Cadillac qui a malheureusement qu'un seul point, mais qui aurait mérité bien plus aujourd'hui. En ce qui concerne le championnat constructeur, Porsche est toujours devant, suivi de Toyota, Ferrari, Alpine, BMW qui sont vachement proches en termes de points. Derrière, on a Peugeot, Lamborghini, Cadillac et Isota qui est toujours le seul constructeur à ne pas avoir marqué de points. En ce qui concerne la Coupe du Monde des équipes, la numéro 12 est logiquement première, suivie de la numéro 83, la numéro 99 et la numéro 38 qui est bonne dernière, elle qui a abandonné 2 courses sur les 3 présentes cette saison. Donc ça y est, on a fait les 3 premières manches de la saison et donc la 4e, c'est bien sûr les 24 heures du Mans. On se retrouve donc le 15 et 16 juin pour les 24 heures du Mans 2024. Ça va être fou. On n'a plus aucune information à savoir en ce qui concerne la course, à part les livrets des voitures bien sûr, mais on connaît les classements au championnat, on connaît les pilotes et clairement ça va être incroyable cette course. Je sens qu'on va avoir une course fabuleuse. J'aimerais vous remercier de me suivre, de m'accompagner dans cette histoire, dans cette chaîne YouTube parce que clairement c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et votre soutien me rend très fier. Quand je reçois des messages, je lis tous vos commentaires, ça me fait vraiment ultra plaisir. J'espère que vous allez continuer à me suivre. On est très loin d'avoir terminé parce que déjà il y a Le Mans qui arrive et il y a quelques vidéos qui vont sortir. Et bien sûr, sans oublier, le dimanche 26 mai, le live pour savoir tous les engagés aux 24 heures du Mans 2024. Là, on a du taf comme l'année dernière. Ça avait très bien marché, ça m'avait très plu cette expérience. Vous m'avez posé pas mal de questions et j'ai hâte de le revivre avec vous. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que vous allez continuer à aimer le sport automobile d'endurance. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!